Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la face cachée de Tiffany Stratton. Télévision, elle est présentée comme le présent et l'avenir de la division féminine. Because the center of the universe is back. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Nous allons parler de son parcours, de prodige de la gymnastique à star de la WWE, des maux de tête et des contretemps que la société tente de passer sous silence, et des raisons pour lesquelles elle fait toujours parler d'elle parmi ses fans. Installez-vous confortablement et plongeons-nous dans le vif du sujet. Tiffany Stratton, de son vrai nom Jessica Wynilko, a grandi à Prior Lake, dans le Minnesota, et est née le 1er mai 1999. Elle n'était pas le genre d'enfant à découvrir le catch au centre municipal local. C'était une fille qui faisait des sauts sur des trampolines et participait à des compétitions de tumbling. Adolescente, elle s'est entraînée dans le cadre du programme américain de gymnastique, se spécialisant dans le trampoline et le tumbling. Son dévouement a porté ses fruits lorsqu'elle a remporté la médaille de bronze au double mini-trampoline lors des championnats américains de 2016 et a représenté les États-Unis à la Coupe du Canada de 2017. Ses succès se sont accompagnés de compétitions de powerlifting où elle a établi des records nationaux, démontrant qu'elle possédait à la fois grâce et force brute. Ses amis se souviennent d'une jeune athlète qui passait ses matinées à perfectionner ses routines et ses après-midi dans la salle de musculation, laissant peu de temps pour une vie sociale typique d'une lycéenne. Elle a dit un jour qu'elle aimait cette discipline parce qu'elle lui évitait d'aller à des fêtes. Ses parents ont beaucoup investi dans sa carrière sportive. Ils la conduisaient à l'entraînement à 5 heures du matin, ont engagé des entraîneurs personnels et ont ensuite cherché un moyen de lui permettre d'utiliser ses capacités athlétiques et sa forte personnalité sur une scène plus importante. Des blessures l'ont finalement éloignée de la gymnastique. Une fracture de stress au pied en 2017 a mis fin à ses espoirs de remporter une médaille olympique. Elle s'est inscrite à l'université Sainte-Catherine dans le Minnesota, où elle a étudié et continué l'haltérophilie. Mais l'envie de performer ne l'a jamais quittée. Elle a plaisanté en disant qu'elle était l'enfant à problème de son équipe de gymnastique parce qu'elle refusait de se taire lorsque les entraîneurs lui donnaient des ordres. Elle voulait se montrer, parler sans retenue et briller sous les projecteurs. Traits de caractère qui ne sont pas vraiment appréciés dans un sport jugé où le stoïcisme est récompensé. Lorsqu'elle a du catch féminin à la télévision, elle a réalisé qu'il existait un endroit où l'attitude et les qualités athlétiques pouvaient coexister. La mère de Stratton, déterminée à aider sa fille à se lancer dans le catch, a contacté Greg Gagne, une légende locale. Gagne, fils du fondateur de l'AWA, Verne Gagne, était réticent au début, mais il a accepté de rencontrer l'adolescente. Il se souvient qu'elle s'est présentée avec un CV énumérant ses médailles de gymnastique, ses records d'haltérophilie et ses compétitions de culturisme. Au cours d'une première séance d'entraînement, il l'a emmenée voir un spectacle avec un combat féminin à l'échelle. Elle s'est tournée vers lui et lui a dit « Je peux le faire », même si elle n'avait jamais pris de coup. Gagne a vu quelque chose dans sa confiance obstinée et a accepté de la coacher. Il l'a averti que le monde du catch repose sur le respect et lui a dit de faire ce qu'on lui disait et d'éviter toute attitude déplacée avec les entraîneurs. Ils se sont affrontés qu'elle voulait connaître la raison derrière chaque exercice, mais il a apprécié sa motivation. Ken Anderson, mieux connu sous le nom de Mr. Kennedy à la WWE, s'est joint aux séances pour lui enseigner les bases du ring. Ils ont travaillé sur le jeu de jambes, les chutes et la façon d'exprimer ses émotions devant la caméra. Ses premières séances visaient surtout à lui faire perdre ses habitudes de gymnaste. En gymnastique, il est préférable d'atterrir sur les pieds, tandis qu'en catch, on atterrit souvent sur le dos pour se protéger. La WWE n'a pas tardé à le remarquer. Stratton a postulé plusieurs fois pour passer des essais, mais elle a été ignorée ou invitée à continuer à s'entraîner. Gagne a finalement fait appel à une faveur et lui a ouvert les portes. Elle a signé un contrat de développement en septembre 2021 et a déménagé à Orlando pour s'entraîner au Performance Center, un centre qu'elle a comparé à Disney World pour les catcheurs. Elle y a appris à manier les cordes, à faire des promos et à intégrer sa gymnastique dans son travail sur le ring. Elle dira plus tard que ses mois passés au PC ont été une leçon d'humilité, car elle est passée du statut de meilleure dans tout à celui d'échec dans les exercices de base, entourée de catcheurs indépendants et expérimentés. Son
athlétisme est resté sa carte de visite. Et les entraîneurs l'ont encouragé à intégrer des sauts périlleux et des moonsaults dans ses mouvements. Stratton a fait ses débuts à la télévision NXT en décembre 2021 dans le rôle d'une petite fille riche gâtée par son papa. Elle est apparue vêtue d'un peignoir rose, se vantant de ses virées shopping et déclarant qu'elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait. Le personnage était son idée. Dans un podcast avec Booker T, elle a déclaré avoir proposé ce personnage parce qu'elle voulait passer rapidement à la télévision et pensait qu'une héritière capricieuse se démarquerait. Au cours des premières semaines, elle portait une carte de crédit sur laquelle était imprimé Daddy et se comportait comme une méchante de film pour adolescents des années 2000. Elle a battu Fallon Henley lors de son premier combat et s'est rapidement retrouvée impliquée dans des intrigues comiques. Elle s'est disputée avec Sarey, une star japonaise dont le gimmick consistait en un collier magique qui la transformait d'écolière en guerrière. Stratton s'est moqué du collier et a affirmé qu'elle en avait des versions de créateurs chez elle. La rivalité a culminé lors d'un match où les lumières et les effets ont changé au milieu du combat lorsque Sarey a activé son collier. C'est ridicule, mais cela a permis à Stratton d'avoir du temps d'antenne et de s'entraîner à vendre ses mouvements. Peu après, elle a croisé le chemin de Wendy Choo, un personnage qui luttait en pyjama et brandissait un oreiller. Choo a volé la carte de crédit de Stratton et l'a utilisée pour s'offrir une journée au spa, ce qui a donné lieu à des vignettes où Stratton essayait de la poursuivre à travers le Performance Center en portant des talons hauts. Leur rivalité a conduit à un match Lights Out en août 2022. Un match disputé sous un éclairage tamisé où tout est permis. Elles se sont battues dans les coulisses, ont utilisé un oreiller rempli de Lego comme arme et ont fini couvertes de confettis. Choo a plaqué Stratton au sol et peu de temps après, Stratton a disparu de la télévision. Des rumeurs ont couru selon lesquelles les créatifs avaient abandonné le gimmick de la fille à papa. En réalité, elle avait subi une commotion cérébrale pendant l'entraînement qui l'avait obligée à faire une pause. À son retour en janvier 2023, la carte de crédit et les références à son père invisible avaient disparu. Elle a expliqué plus tard que l'élément Daddy avait été supprimé parce que les créatifs n'avaient jamais trouvé d'acteur pour jouer son père et que l'histoire avait fait son temps. Elle a conservé son attitude d'enfant gâté, mais s'est orientée vers une fille riche plus indépendante qui insistait pour être appelée le centre de l'univers. Au cours de cette période, Stratton a mis au point ce qu'elle appelle le plus beau moonsault jamais vu. Dans une interview, elle a admis qu'elle n'avait pas de prise de finition lorsqu'elle a fait ses débuts et qu'elle a dû en improviser une pendant un match en direct. Elle a combiné son expérience en gymnastique avec les bases du catch professionnel pour créer un triple saut moonsault, sautant de la corde inférieure à la corde intermédiaire puis à la corde supérieure avant de se retourner sur son adversaire. Le résultat était spectaculaire et l'a immédiatement distingué des autres. Cependant, ce mouvement était également risqué. Ses premières tentatives se soldaient parfois par un coup de genou au visage de son adversaire ou par une rotation excessive. Ses coéquipiers du Performance Center l'ont aidé à affiner le timing et l'atterrissage du mouvement. Elle a ensuite ajouté à son arsenal le Tiffy Twist, Crucenton, depuis la corde supérieure. Ces mouvements ont constitué les moments forts de sa carrière et ont prouvé qu'elle n'était pas seulement un personnage, mais qu'elle avait de réels talents athlétiques. Ses matchs se sont améliorés à mesure qu'elle gagnait en expérience. Elle a affronté des adversaires tels qu'Indy Hartwell, Roxanne Perez et Kiana James, apprenant à disputer des combats plus longs et plus physiques. Dans ses promos, elle jouait la carte de l'impertinence, se plaignant du café du Performance Center et déclarant à l'intervieweuse Mackenzie Mitchell préférerait être dans un spa plutôt que de transpirer en Floride. En même temps, elle a commencé à montrer des signes de vulnérabilité dans les coulisses, laissant entendre que sa confiance masquait parfois son manque d'expérience. Cette nuance a attiré l'attention des fans. Même ceux qui voulaient la huer parce qu'elle était agaçante ne pouvaient nier qu'elle s'efforçait de s'améliorer. Lorsque Mandy Rose a quitté le championnat féminin NXT, Shawn Michaels a annoncé un tournoi à 8 femmes. Stratton s'est inscrite dans Gigi Dolin en quart de finale, surpassant Roxanne Perez en demi-finale et affrontant Lyra Valkyria en finale au NXT Battleground le 28 mai 2023. Elle a gagné grâce à une combinaison d'athlétisme et d'opportunisme. Au milieu du match, elle a simulé une blessure au genou, a donné à Valkyria un faux sentiment de sécurité, puis s'est relevée d'un bond et a exécuté le Prettiest Moonsault Ever pour remporter la victoire. Les critiques ont estimé qu'elle était propulsée trop tôt, mais elle a pris ses réactions avec philosophie, tweetant « Je suppose qu'être jolie et talentueuse est un crime ». À la télévision, elle a célébré sa victoire comme si elle avait remporté un Oscar, déclarant qu'elle était la plus grande championne NXT Women's Champion de tous les temps après seulement un jour. Son règne a duré 107 jours et a été marqué par son travail sur son personnage plus que par des
des combats 5 étoiles classiques. Elle a défendu son titre contre Thea Hale lors du Great American Bash dans un combat de soumission. Hale l'a bloquée dans un Kimura et il semblait que la championne allait abandonner. Drew Gulak et Charlie Dempsey, propres entraîneurs de Hale, ont jeté l'éponge, faisant perdre le match à leur élève et permettant à Stratton de conserver son titre. La fin du match a été huée, mais a fait avancer l'histoire de Hale avec ses entraîneurs. Stratton s'est ensuite défendu contre Kiana James, utilisant le Tiffy Twist pour s'échapper avec la ceinture. Son match le plus important a eu lieu contre Becky Lynch le 12 septembre 2023. Ce match a servi de test. Lynch a dominé les premiers rounds, mais Stratton a tenu bon, effectuant un swan dive à l'extérieur et manquant de peu de plaquer Lynch après un moonsault. Lorsque Lynch a finalement remporté le match avec le Manhandle Slam, elle a pointé Stratton du doigt, comme pour dire « elle a tout ce qu'il faut ». Ce signe de reconnaissance de la part d'une légende a contribué à légitimer Stratton malgré sa défaite. Que semaine, elle a discrètement disparu de NXT pour se préparer à rejoindre le roster principal. Stratton a fait ses débuts dans le roster principal lors du Royal Rumble 2024. Elle est entrée vers la fin, a enchaîné les dropkicks et a failli éliminer Bayley avant d'être elle-même éliminée. Même si elle n'a pas gagné, cette brève apparition a permis au public national de découvrir sa personnalité. Elle a passé le mois suivant à apparaître à la fois dans NXT et SmackDown, se faisant ainsi connaître. À l'Elimination Chamber de Perth, elle a participé à un match à 6 pour une chance au titre. Même si elle n'a pas survécu, la réaction du public australien l'a elle-même surprise. Elle a déclaré plus tard à Wide World of Sports qu'elle était en pilote automatique pendant l'entrée fracassante du public et qu'elle n'avait jamais connu une telle réaction. Cette réaction a peut-être influencé la décision de la WWE de tout miser sur elle. Money in the Bank 2024 a été son véritable tournant. Grimpant à une échelle devant des milliers de personnes, elle a récupéré la mallette et l'a brandie comme un trophée. Cette victoire lui permettait de défier n'importe quel champion à tout moment. Des images prises en coulisses la montrent ensuite en train de célébrer sa victoire en prenant des selfies et en remerciant Shawn Michaels de croire en elle. Quelques mois plus tard, elle a défié Nia Jax après que Jade Cargill ait mis la championne KO avec une chaise. Caissement a été rapide et décisif. Elle a exécuté un moonsault et a plaqué Jax au sol pour remporter le championnat féminin de la WWE sous une pluie de confettis. Dans des interviews, elle a déclaré qu'elle avait toujours voulu remporter le titre de manière spectaculaire, qualifiant cela de moment olympique, car le catch était devenu son nouveau rêve olympique après que sa blessure au pied ait mis fin à sa carrière de gymnaste. Être championne lui a apporté une nouvelle pression. Le 7 février 2025, lors du SmackDown, elle a défendu son titre dans un match à 3 contre Jade Cargill et Nia Jax. La fin du match a tourné au désastre lorsqu'elle a raté son signal pour interrompre le tombé de Cargill sur Jax. L'arbitre a arrêté de compter même si Jax n'avait jamais donné de coup de pied, puis a hésité pendant le tombé victorieux de Stratton. Les fans ont hué et les commentateurs se sont empressés d'expliquer la situation. Curté, qui assurait le commentaire, a ensuite comparé cet incident à un acteur de Broadway qui oublie son texte et a déclaré qu'une telle erreur de communication était inacceptable. Il a reconnu que Stratton était encore en phase d'apprentissage et que Cargill venait du style AEW, tandis que Jax aimait improviser ses matchs. Le retard de Stratton a semé la confusion et personne ne savait si l'arbitre ou Jax devait sauver la situation. La WWE a supprimé cette fin bâclée des résumés vidéo, mais les fans l'ont enregistré et partagé en ligne. Cet incident a alimenté les critiques de ceux qui estimaient qu'elle était propulsée trop rapidement. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié des fils de discussion sur le fait que d'autres femmes, comme Liv Morgan et Sonya Deville, avaient dû travailler dur pendant des années avant d'obtenir une chance de remporter le titre. Stratton a réagi en redoublant d'efforts à l'entraînement. Elle a publié des vidéos d'elle-même en train de faire des clotheslines sur tremplin, de s'entraîner au moonsault et d'étudier des vidéos de match avec Fit Finlay, un producteur chevronné. À la télévision, elle a reconnu son erreur dans son personnage, affirmant qu'elle avait intentionnellement fait semblant de rater son coup pour déstabiliser ses adversaires. Que les fans l'aient cru ou non, cela montrait qu'elle ne se cachait pas derrière les critiques. Une semaine seulement après la controverse du Triple Threat, Stratton et Charlotte Flair ont été programmés pour une signature de contrat à Chicago. Wade Barrett a animé la cérémonie, mais la foule a pris le contrôle du segment, scandant le nom de CM Punk et huant Flair. Flair, frustré, a passé le micro à Stratton. Sans script précis, Stratton a improvisé et s'en est prise personnellement à Flair. Elle a fait référence aux 4 mariages ratés de Flair et a déclaré qu'après WrestleMania, elle serait toujours seule. Cette remarque
jusqu'à provoquer des cris et des acclamations. Flair a répliqué en disant que Ludwig Kaiser était dans ses messages privés. L'échange a dérivé vers la vie réelle. John Alba a rapporté que les responsables en coulisses étaient furieux car les insultes n'avaient pas été approuvées et qu'il y avait déjà des tensions entre les deux femmes depuis des semaines. Seth Rollins a déclaré plus tard que les conflits de la vie réelle pouvaient parfois aider les affaires et que le segment, bien qu'il ait déraillé, avait incité les gens à s'intéresser au match. Les retombées ont été désastreuses. La WWE a modifié la rediffusion numérique pour supprimer les commentaires sur le divorce et les messages privés, mais les a laissés dans la version Peacock. Lors du SmackDown de la semaine suivante, Michael Cole a fait référence à la signature houleuse du contrat et a déclaré que les choses étaient devenues personnelles. Certains fans ont applaudi cette énergie brute, tandis que d'autres ont estimé que le segment avait dépassé les limites en introduisant des relations personnelles dans le scénario. Dans les coulisses, des informations ont circulé selon lesquelles Stratton et Flair avaient été séparés lors des répétitions. À l'approche de WrestleMania 41, l'anticipation pour leur match avait atteint des sommets. À Las Vegas, elles ont livré un combat intense, tué de chutes et d'interférences. L'intervention de Damage Control a protégé Flair dans sa défaite et permis à Stratton de conserver son titre. Le match s'est terminé par une poignée de main devant les caméras, mais selon des sources internes, tensions persistaient en coulisses. En juillet 2024, Stratton s'est retrouvée impliquée dans une controverse sur les réseaux sociaux. Elle a republié une story Instagram mettant en vedette Jade Cargill avec un clip audio contenant l'expression « Black Bitch ». Elle l'a supprimé presque immédiatement et a déclaré qu'elle n'avait pas entendu l'audio avant de la republier. Néanmoins, les fans ont fait des captures d'écran de la publication et l'ont accusée d'être insensible. Wrestling Observer Radio a suggéré que si un catcheur moins connu avait fait cela, il aurait pu être licencié. La WWE est restée silencieuse. Stratton s'est excusé, a qualifié cela d'erreur honnête, puis s'est déconnectée pendant plusieurs jours. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle avait été suspendue. PW Insider a rapporté qu'elle n'avait pas été sanctionnée et qu'elle continuerait à travailler. Cet incident a mis en évidence la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux peuvent attiser les tensions et la nécessité pour les stars de vérifier tout ce qu'elles partagent. Tard dans l'année, le podcast Impulsive de Logan Paul a clenché une autre controverse. Paul a publié une vidéo dans laquelle il proposait à Stratton de lui apprendre à perfectionner son moonsault et son frog splash. Dans le même clip, il a plaisanté en disant que le producteur Michael Hayes pensait qu'il flirtait avec elle. Hayes, protecteur de son talent, a confronté Paul. Paul en a ri publiquement, qualifiant les autres catcheurs de petits catcheurs par rapport à ses matchs de boxe et affirmant qu'il voulait seulement aider. Les fans ont spéculé sur un possible scénario impliquant Paul, Kaiser et Stratton. Stratton a finalement répondu, déclarant à Grind City Media qu'elle ne flirtait pas, que Paul lui avait donné des conseils non sollicités et qu'elle trouvait ses commentaires arrogants. L'histoire n'a pas été relayée à la télévision, mais elle a rappelé aux fans à quelle vitesse les interactions en coulisses peuvent devenir le sujet de tabloïds. En août 2025, la mort de la légende du catch Hulk Hogan a provoqué une onde de choc dans l'industrie. De nombreux catcheurs ont publié des hommages ou partagé des anecdotes. Stratton est restée silencieuse. Plus tard, dans le podcast de Logan Paul, elle a expliqué qu'elle avait déjà été annulée et qu'elle ne voulait pas attiser davantage les tensions. Elle craignait les réactions négatives des fans qui idolâtraient Hogan ou condamnaient ses propos racistes. À une époque où chaque déclaration peut susciter l'indignation, Stratton a choisi le silence. Certains critiques l'ont qualifiée de lâche, d'autres ont respecté sa décision d'éviter la controverse. Elle s'est également retrouvée la cible des sarcasmes de Chelsea Green. Après un triple match de qualification à SmackDown en février 2026, Green a publié une photo de Stratton avec la légende Tacky Time, parodie du slogan de Stratton Tiffy Time. Green a déclaré plus tard dans un podcast qu'elle était toujours furieuse des commentaires faits par le producteur Michael Hayes lors de l'émission de télé-réalité Unreal sur Netflix, où il aurait déclaré qu'elle ne participerait jamais au main event de WrestleMania. Les fans ont émis l'hypothèse que la pique de Green concernait moins Stratton qu'elle ne visait à évacuer sa frustration. La WWE ignorait cette dispute sur les réseaux sociaux, mais celle-ci a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire des femmes de la société qui utilisent les réseaux sociaux pour exprimer leurs griefs. Réaliser des figures aériennes dans des tenues flashy fait partie de l'image de marque de Stratton, mais cela comporte des risques. Lors d'un épisode de SmackDown en avril 2025, elle a affronté Jade Cargill dans un match imprévu. Après un superplex, son haut s'est déplacé. La production a immédiatement coupé au public et au bureau des commentateurs pendant qu'elle se réajustait. Les téléspectateurs n'ont rien vu, mais les fans présents dans la salle ont partagé leur réaction
réactions sur les réseaux sociaux. La diffusion n'a jamais fait mention de l'incident et le résumé vidéo a omis cette séquence. Ce n'était pas le premier incident vestimentaire de l'histoire de la WWE. Il a souligné la ligne précaire que la société suit entre athlétisme et modestie dans un programme tout public. Stratton a ensuite confié à ses amis qu'elle gardait désormais du ruban adhésif double face dans son sac de sport et qu'elle avait une couturière en numérotation rapide. La physicalité fait partie du métier et la saison 2025 de Stratton a été brutale. En septembre 2025, Jade Cargill lui a attaqué le genou lors d'une bagarre après le match. La WWE a annoncé qu'elle était en cours d'évaluation. La blessure a brouillé la frontière entre fiction et réalité, laissant les fans dans le doute. Cela aurait pu compromettre son année dominante. Stratton a manqué 2 semaines avant de revenir avec une genouillère et de poursuivre sa rivalité. Elle a défendu avec succès son titre, Évolution contre Trish Stratus, une membre du Hall of Fame qui l'a félicitée après le match. Elle a également battu Jade Cargill à SummerSlam, malgré l'intervention de Damage Control. Sa série s'est finalement terminée lors du Saturday Night's Main Event en novembre, lorsque Cargill a utilisé une chaise pour affaiblir son genou déjà blessé et remporter le titre. Après cela, elle a disparu. Les fans ont émis des hypothèses sur des tensions en coulisses ou même une grossesse. En janvier 2026, Sports Illustrated a rapporté que son absence avait été initialement présentée comme une pause, mais que Dave Meltzer avait déclaré qu'elle soignait une blessure non divulguée. Son retour était prévu prochainement. À son retour en février, elle semblait reposée et s'est immédiatement attaquée à la championne. Cette pause lui a permis de travailler ses talents de promotion et d'affiner son timing sur le ring. Elle a déclaré plus tard avoir profité de cette pause pour soigner des blessures persistantes, apprendre l'espagnol et s'entraîner au jiu-jitsu brésilien. Ses vidéos d'entraînement, dans lesquelles on la voit projeter ses partenaires masculins, sont devenues virales. En dehors du ring, Stratton tisse des alliances et des rivalités. Elle est très amie avec Maxine Dupri, une autre ancienne gymnaste devenue catcheuse. Les deux femmes apparaissent souvent sur les réseaux sociaux, en train de faire le poirier ensemble ou de se moquer des fans qui se plaignent de leur promotion. Elle a également travaillé en étroite collaboration avec Natalya à l'entraînement, même si des rumeurs persistent selon lesquelles elle se serait disputée en coulisses à cause de signaux manqués. Stratton est brièvement apparu dans la série de télé-réalité Unreal sur Netflix, qui retrace la vie dans les coulisses de SmackDown. Dans un épisode, le producteur Michael Hayes a dit à Chelsea Green qu'elle ne serait jamais en tête d'affiche de WrestleMania, déclenchant la pique Tacky Time à l'encontre de Stratton. Stratton a ensuite plaisanté sur X en disant qu'elle se moquait de ce que pensait Hayes, car son objectif était d'être en tête d'affiche de WrestleMania 50. Cette remarque a suscité autant de rires que de regards incrédules. Malgré son attitude effrontée à la télévision, Stratton a aussi un côté plus doux. Avant WrestleMania 41 à Las Vegas, elle s'est jointe à Braun Strowman à WWE World pour surprendre 25 enfants avec des ceintures de championnat. Qu'enfant s'est vu attribuer un personnage de catcheur et a défilé sur une mini-rampe sous les acclamations de Stratton. Dans des interviews, elle a déclaré avoir failli pleurer en voyant la joie des enfants et que cette expérience lui avait rappelé à quel point ses propres problèmes étaient insignifiants. Elle participe également à des campagnes contre le harcèlement et a visité des hôpitaux à Orlando avec d'autres catcheurs. Ses apparitions sont rarement diffusées à la télévision, mais elles permettent aux fans qui ne la voient que comme une méchante de mieux la comprendre. Elle a déclaré qu'elle aimait jouer les méchantes parce que cela lui donnait la liberté d'en faire trop, mais elle apprécie également d'utiliser sa notoriété pour faire le bien. Stratton a été soumise à plus de scrutiny au cours de sa courte carrière que certains catcheurs ne le sont en une décennie. Elle a été accusée d'avoir bénéficié d'opportunités, critiquée pour avoir raté des prises, raillée pour ses publications sur les réseaux sociaux et félicitée pour avoir su gérer la pression. À chaque fois, elle s'est excusée, a encaissé les critiques ou est restée silencieuse pour éviter d'attiser les flammes. Elle reconnaît que son expérience en gymnastique lui donne un avantage, mais elle sait aussi que cela rend ses erreurs plus visibles. Interrogée sur la haine en ligne, elle a déclaré avoir été annulée à plusieurs reprises et se concentrer sur son amélioration. Ses mentors lui ont très tôt conseillé d'éviter d'avoir une attitude arrogante. Elle sait désormais quand se taire et quand riposter. C'est sa volonté d'apprendre qui lui permet de toujours rebondir. À seulement 26 ans, son parcours est impressionnant. Elle a été championne féminine NXT pendant 107 jours, a remporté le Money in the Bank, a battu Charlotte Flair à WrestleMania et a décroché le titre de championne féminine de la WWE. Elle a fait la couverture de magazines, signé des autographes pour des milliers de personnes, rendu visite à des enfants dans des hôpitaux et fait la une des PLE. Elle a également glissé sur des échelles, raté des répliques, publié le mauvais clip et se suis disputée avec des
des collègues. Ce mélange de triomphes et de faux pas la rend fascinante. À l'avenir, clé sera de construire des matchs plus longs et plus fluides et de rester attentive sur les réseaux sociaux. Avec des vétérans comme Becky Lynch et des étoiles montantes comme Roxanne Perez dans les coulisses, elle ne peut pas se reposer éternellement sur son potentiel. Mais si elle continue à progresser au rythme actuel, elle pourrait ancrer la division féminine pendant longtemps. Peu importe ce que vous pensez d'elle, le parcours de Tiffany Stratton, de gymnaste à star de la WWE, est loin d'être ennuyeux. Il est chaotique, tape à l'œil et se déroule en temps réel. Que vous l'ayez encouragé, hué ou simplement ri de ses erreurs, vous faites partie de l'aventure. Et s'il y a une chose que nous avons apprise, c'est que la bœuf Barbie trouve toujours le moyen de retomber sur ses pieds, même lorsqu'elle est sur le point de tomber. Que pensez-vous de Tiffany Stratton? Faites-nous part de votre avis dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.